merci d'être là ce soir. Alors, je ne suis pas très loin, puisque je suis de Nuit-Saint-Georges, où j'ai un peu moins de pollution lumineuse qu'à Dijon, et j'ai la possibilité aussi de monter dans les Hautes-Côtes, voilà. Et puis de voyager aussi, ce qui me permet d'élargir un peu mes horizons astronomiques. Alors, vous n'allez pas voir ce soir des photographies qu'on appelle de ciel profond. Moi, ce que j'aime, c'est ce que j'appelle le paysage céleste, c'est-à-dire des phénomènes qu'on peut observer à l'œil nu et qu'on peut photographier au milieu d'un paysage terrestre. C'est un paysage terrestre en premier plan. Et il y a des beaux monuments en Bourgogne et ailleurs, et puis avec un peu d'imagination, on peut trouver des choses intéressantes à faire. Alors ça, c'est la couverture du livre. Alors, vous avez l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de phénomène astronomique, mais ça, c'est pour les besoins de la couverture du livre. En fait, il y avait un rapprochement entre le croissant de Lune et Jupiter sur cette image, mais pour mettre mon nom en haut du livre, ben, l'éditeur m'a demandé de supprimer le phénomène. Voilà. Mais je vous rassure, on va en voir d'autres. Voilà. Alors, quand on veut regarder le ciel, ben, la lumière qu'on reçoit, elle traverse l'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère terrestre ben, nous réserve des petites surprises. Donc là, on n'est pas encore dans l'astronomie pure, mais on va s'en rapprocher très vite. Vous avez tous reconnu l'arc-en-ciel. Donc pour l'arc-en-ciel, vous avez besoin de deux ingrédients. Vous avez besoin de lumière, la lumière du soleil, et de gouttelettes d'eau. Donc ces gouttelettes, elles vont jouer le rôle d'une multitude de prismes. Elles vont décomposer donc la lumière et on va avoir cet étalage de couleurs. Alors, on retrouve le même phénomène, à nouveau, la lumière qui est dispersée par des gouttelettes d'eau dans ce qu'on appelle une couronne lunaire, que vous avez là. Donc, la lumière qui vient de la Lune, qui est de la lumière solaire, bien sûr, cette lumière va traverser les petites gouttelettes qui sont dans les nuages entre la Lune et nous, et donc on a cet effet de couronne. Voilà. J'ai oublié de le préciser, je vais essayer d'être le plus simple possible. J'espère pas trop décevoir les spécialistes et ne pas être trop compliqué pour les simples curieux. Hein. Voilà. Vous me direz à la fin si le pari est réussi. Alors, un autre exemple de phénomène, cette fois-ci c'est un halo lunaire. Alors la seule différence, c'est que les rayons du soleil, donc les rayons qui viennent de la Lune, mais qui sont des rayons solaires, ne vont pas traverser des gouttes d'eau, ils vont traverser des cristaux de glace. Et c'est ce qui va donner donc ce halo qu'on peut observer souvent quand il fait très froid. Le petit point très brillant que vous avez à proximité de la Lune, c'est la planète Jupiter, qui était là à cette occasion. Alors, on parle de l'atmosphère. L'atmosphère peut aussi faire des petites choses merveilleuses, même sans gouttelettes d'eau et sans cristaux de glace. Quand vous observez une source très lumineuse comme le Soleil ou la Lune à l'horizon, la lumière qui arrive jusqu'à nous va traverser une couche d'atmosphère très épaisse entre donc cet astre et puis notre œil. Et donc, il va se produire un certain nombre de phénomènes, de réfraction notamment, c'est-à-dire que la lumière qui va nous parvenir, là en l'occurrence la lumière du soleil, la lumière qui nous parvient, elle va être déviée, mais tous les rayons ne seront pas déviés de la même façon. Et dans certaines conditions, on peut avoir ce que vous avez au sommet du soleil, qui a été rendu célèbre par Luc de Jules Verne, c'est ce qu'on appelle le rayon vert. Alors on est tous habitués à voir le phénomène de réfraction quand on voit le soleil se lever ou se coucher. Il y a une teinte qui est très proche du rouge. Donc ce sont plutôt ces couleurs-là qui sont réfractées vers l'observateur, mais dans certaines conditions atmosphériques, on peut avoir aussi, pendant un temps très bref, ce liseré vert, donc, qui est au sommet du soleil. Alors, contrairement à ce que dit la littérature, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement difficile à photographier. J'en ai photographié plusieurs, mais il faut dire que ça fait quand même 30 ans que je traîne pas mal dehors. Donc celui-ci, je l'ai observé depuis Nuit-Saint-Georges, donc c'était le 21 décembre dernier, j'ai photographié le lever du soleil, et donc je l'ai retrouvé sur mes clichés.
Par contre, c'est extrêmement bref, et donc en général, on le découvre sur une série d'images. On ne le voit pas, enfin personnellement, je ne l'ai jamais vu visuellement. Voilà. D'autres exemples de perturbations que peut entraîner donc l'atmosphère, c'est tout ce qu'on classe dans les mirages. Donc là, ce qui se passe, il faut essayer d'imaginer que la réfraction atmosphérique va dévier donc la lumière du soleil qui se lève, de telle sorte qu'on pourrait presque imaginer que va se reformer au-dessus une deuxième image du soleil. Et donc on a le début de cette deuxième image. Voilà, ça ce sont des phénomènes qu'on observe, c'est très aléatoire, hein. On sort à peu près à un lever de soleil, et puis de temps en temps on a une surprise. C'est souvent, quand même, pour ma part, c'est souvent dans des ciels d'hiver, donc très très froid. Un autre exemple de mirage, il est sur la photo suivante. Alors je ne suis pas responsable des effets de transition, hein, c'est l'ordinateur qui choisit. Voilà. Donc, je me dédouane tout de suite de ce qui peut arriver. Voilà, donc un autre exemple où on a un bout de l'image du soleil qui va se reformer au-dessus pendant un certain temps. Voilà. Donc totalement imprévisible. Alors l'atmosphère qu'on observe, surtout quand on observe à l'horizon, on voit très bien les couches d'atmosphère. En fait, ce sont des couches qui ont des températures différentes, et là on observe bien c'est un certain nombre de ces couches. Vous voyez que plus on est bas, plus la réfraction nous fait voir le soleil rouge, ce qui n'a pas empêché tout à l'heure qu'au sommet du soleil on avait un rayon vert. Hein. Et au fur et à mesure qu'on remonte, il y a moins de réfraction, on retrouve des couleurs de plus en plus normales, entre guillemets, celles qu'on a l'habitude de voir pour le soleil, hein, qu'on représente plutôt jaune. Et donc, on a moins de déformations également sur les bords du soleil. Hein. Vous voyez que là, il est quand même très tarabiscoté. Voilà, alors vous avez un soleil levant là, avec des échancrures, pareil, hein, on a des effets, toujours l'atmosphère qui nous joue des petits tours. Pour l'anecdote, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de personnage en haut. Hein. Donc ça c'est un pylône sur un stade de rugby à Nuit-Saint-Georges, et donc ce petit dessin qu'on a au milieu, au sommet, c'est pas quelqu'un qui est installé, le seul fou qui soit dehors à ce temps-là, c'est moi. Hein. Personne là-haut. Alors, je n'ai pas encore parlé matériel. Les techniciens, les spécialistes seront très déçus. J'ai du matériel complètement dépassé, très très basique. Donc, j'utilise deux boîtiers différents. Les images que vous avez vues jusqu'à maintenant sont des images qui sont faites avec un gros compact, ce qu'on appelle un bridge. C'est un Fuji, un Finpix. C'est un appareil qui est très médiocre en sensibilité, donc il faut rester à une sensibilité très faible, hein, sans ISO. Par contre, il a l'avantage d'avoir une grande focale, une grande variété de focales, puisqu'il va de 24 à 720 mm. Donc 720 mm, ça permet d'avoir des images assez intéressantes quand on travaille sur la Lune et le Soleil. Je ne l'ai pas dit non plus, mais là, l'image est filtrée. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise, on fait ces images avec un filtre devant. Hein. On laisse passer qu'une toute petite partie de la lumière solaire, sauf quelques rares images où vraiment le soleil est très très atténué à l'horizon, que j'ai pu faire sans filtre. Hein. Mais bon, par précaution, il vaut mieux. On risque quand même moins qu'à l'époque de l'argentique où on se met directement le faisceau dans l'œil. Hein. Donc là, c'est le capteur qui prend le faisceau. Mais bon, si on veut préserver son appareil. Donc ça, c'est le premier boîtier que j'utilise. C'est celui qui vous donne... Vous verrez toutes les images où on a des gros croissants de lune, des grosses lunes ou des soleils de cette taille. Là, je suis à 720 mm de focale. Et puis j'ai un deuxième boîtier, donc un Nikon D3200, c'est un dinosaure, qui est plus destiné à des photos nocturnes où j'ai besoin de plus de sensibilité. On verra tout à l'heure des images. Sinon, un pied photo très stable et un déclencheur à fil pour ne jamais appuyer, parce que évidemment, la vibration, surtout quand vous êtes à 720 mm de focale, ça ne pardonne pas trop, même si vous posez très vite.
encore des petits bouts de rayons verts sur le sommet du Soleil et beaucoup d'aspérité tout autour. Alors, vous avez été vu traîner depuis tout à l'heure des taches sur mes photos du Soleil. Donc, ce sont des taches solaires, hein, c'est pas que mon objectif est sale. Donc, sur le Soleil, vous avez des perturbations magnétiques qui sont moins chaudes que la surface du Soleil, et donc elles apparaissent sombres. Et de temps en temps, un certain nombre sont assez grandes pour être observées sans télescope, voire même à l'œil nu, bien entendu, œil nu protégé. Hein. Donc, quand vous avez un zoom, vous pouvez très bien photographier ces taches-là. Là, on a un beau groupe qui était sur le Soleil il y a 1 an. Donc, alors là, on n'a pas une très bonne résolution, bien sûr, puisque le Soleil est à l'horizon, il y a de la turbulence, il y a les effets de la réfraction. Hein. Donc, le but n'est pas de montrer les taches solaires. Hein. C'était plutôt pour avoir le lever du Soleil. La même tâche, vue 2 jours plus tard, elle s'est un petit peu déplacée, puisque le Soleil tourne sur lui-même. Et donc, avec un petit volatile qui ne bougeait pas. Pratique, voilà. Donc, un petit élément terrestre, de temps en temps, j'essaie d'en glisser, même dans les photos du Soleil. Voilà. Alors, puisqu'on parle du Soleil, on a une chance merveilleuse, vous le savez sans doute. De temps en temps, on a un alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et on a la chance que la Lune, même si elle est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est 400 fois plus proche. Et donc, elle va masquer complètement le Soleil à certains moments. Si on a la chance d'être exactement sous cet alignement, on verra une éclipse totale. Ce sera l'image d'après. Si on est légèrement à côté, on voit une éclipse partielle. Ce qu'on a vu au mois de mars. Hein. Je pense que là, ça vous en a fait profiter puisqu'il faisait beau. Donc, voilà. Donc, vous voyez que là, c'est ce qu'on appelle un chapelet. C'est un montage, hein, donc qui permet de voir la progression de la Lune, donc le disque sombre, qui avance devant le disque solaire. Et vous remarquerez qu'il y a la 3e photo, en partant du haut, il y avait un peu de brume, donc ça a diffusé, qui donne cet effet. Bien entendu, filtration maximale. Là, on laisse passer un 100 millième de la lumière, pas plus. Hein. Voilà. Donc, ce sont des filtres de densité qu'on met à l'avant de l'objectif. Hein. Il existe des porte-filtres. Donc, si vous voulez vous lancer dans la photo solaire, photo d'éclipse, ou photo de tache solaire avec un zoom, pas forcément un zoom très puissant, vous trouverez sur Internet la documentation pour ces filtres. Et donc, quand on a la chance d'être parfaitement aligné, avec cet alignement donc Soleil, Lune, Terre, quand on est dans le cône d'ombre, on assiste à une éclipse totale. Celle-ci, c'est celle du 11 août 99, peut-être que certains l'ont connue. Il faisait un temps de chien, comme souvent le 11 août en France, et donc on est parti à 5 h du matin, il pleuvait à Sceaux, surtout le nord de la France, et on est monté du côté de la région de Suippes, pas très loin de Reims, et on a vu se dégager le ciel lentement, et on a profité d'une éclipse extraordinaire. Donc, comme toute éclipse totale de soleil, bien sûr, c'est un événement extraordinaire. Voilà, on quitte le soleil, et on va maintenant aller voir ce qui se passe la nuit. Alors là, honneur à la SAB, c'est une photographie qui a été prise pendant les Nuits des Étoiles 2014 à la SAB. Je suis parfois parmi les gens de la SAB, même s'ils ne me voient pas la nuit. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître hein, par rapport à l'instrument. Donc, ça, c'est une photo qui a été posée plusieurs secondes. C'est pour ça que les personnages sont flous, ils se sont déplacés. Et ces personnages qui ont envie d'observer le ciel, leur objectif numéro 1, c'est que leur pupille se dilate au maximum. Et ils savent que la moindre lumière va anéantir cette dilatation. Il faudra attendre un quart d'heure, 20 minutes pour que la pupille se dilate à nouveau. Donc, comme il faut quand même qu'ils regardent où ils marchent, qu'ils voient leurs cartes, leurs instruments, ils utilisent des petites lumières rouges qu'ils ont sur le front, hein, des montagnes rouges. C'est ce qui donne ces effets. Hein, voilà. Et la lumière rouge, si elle n'est pas trop violente, va éviter que la pupille se rétracte. Voilà,
Alors on va commencer bien sûr par la Lune. Donc la Lune, c'est le sujet de prédilection en général des photographes de paysages célestes, puisque elle est souvent là, elle est assez lumineuse, elle varie tout au long de la lunaison, donc d'un peu plus de 29 jours, elle va changer de forme, entre guillemets. Donc là on est au tout début de la lunaison, ce qu'on appelle la jeune lune. C'est le soir, il fait encore bien jour, et on commence à voir apparaître un petit croissant. Ça, c'est un croissant qui a une trentaine d'heures après la nouvelle lune. C'est un peu un challenge, d'ailleurs, pour certains photographes, de réaliser une photo d'un croissant le plus fin possible. J'ai une photo d'un croissant de 20 heures, mais je ne l'ai pas amené parce que c'est tellement lumineux qu'on distingue tout juste ce croissant qui est un fil lumineux minuscule dans un fond de ciel très lumineux. Voilà. Toujours là avec le bridge, donc à une focale de 720 mm. Alors si on attend 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, donc le soir, on a un croissant qui va s'épaissir un petit peu, et puis surtout le ciel va être plus sombre, et alors on va découvrir ce qui est sans doute l'un des plus beaux phénomènes qu'on peut observer très souvent à l'œil nu, même en pleine ville, c'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Alors la lumière cendrée, c'est tout simplement le reflet de la lumière solaire quand elle éclaire la Terre. Le croissant, lui, reçoit les rayons directement du Soleil. Le Soleil éclaire aussi la Terre qui renvoie dans l'espace avec une image un certain nombre de rayons, de lumière, et cette lumière envoyée dans l'espace va suffire pour éclairer légèrement le reste du disque lunaire. Donc on appelle ça lumière cendrée, pour ses couleurs cendres, ou bien clair de terre aussi. On les observe dans les jours qui suivent la nouvelle lune le soir, donc idéalement entre 2 et 3 jours après. On peut l'observer un peu plus tard, mais après le croissant va devenir de plus en plus brillant. Ou alors si vous êtes matinal, juste avant la nouvelle lune, donc la vieille lune, les 2 ou 3 jours qui précèdent, comme ce matin par exemple, on voyait très bien les lumières cendrées, avec Vénus juste à côté d'ailleurs. Voilà. Voilà, alors des fois on a des jolis monuments, des fois on a des jolis modèles, donc il faut varier un petit peu, et il faut trouver des idées pour... Donc voilà une petite chasse à la lune, une chasse au croissant de lune, une chasse à la lumière cendrée. Un autre sur ce thème-là, donc une mise en boîte, une lune, par exemple, et puis également un petit baiser à la lune, un petit souffle pour faire s'envoler cette lune très fragile. Voilà, un autre exemple, donc on va voir quelques images de petits croissants avec la lumière cendrée et différents paysages terrestres en même temps au premier plan. Alors je ne l'ai pas expliqué encore, je vous ai dit que mon matériel était très basique. Moi je suis de la vieille génération, j'ai commencé à l'argentique, donc ça fait un certain temps. Et je ne suis pas du tout un bidouilleur. Je n'ai aucun logiciel. Alors ne me parlez pas de Photoshop, de choses comme ça. J'utilise un logiciel archi simple qui s'appelle Photofiltre, qui est gratuit, qui me sert juste à redimensionner mes images pour les publications éventuelles, partager sur les réseaux sociaux, pour mettre mon nom, et puis c'est tout. Quand je rentre d'un temps d'observation, je regarde mes images sur mon ordinateur, elles me paraissent correctes, je les garde, sinon j'efface. Alors là, je ne fais pas de sentimentalisme. Je ne remplis pas mes disques durs, je garde à peu près 150 images chaque année, en moyenne, qui me conviennent. Voilà. Donc, je ne m'amuse pas à glisser des croissants derrière des clochers ou quoi que ce soit. Tout ce que vous allez voir ce soir, ce sont des images qui ont été réalisées, c'est ce que je voyais. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire vivre l'émotion et puis essayer de capter ce moment-là. C'est-à-dire que la Lune, elle bouge, l'air de rien, elle se déplace de l'équivalent de son diamètre apparent en 2 minutes, donc c'est très rapide.
Donc ben, je passe mon temps à sautiller avec mon pied photo, que je sois dans les rues de Nuit-Saint-Georges, que je sois dans les vignes, c'est moins compromettant. Mais bon, voilà. Donc le but, c'est d'arriver à saisir le bon moment. Voilà. On aura le son de ma voix. On recollera les images après. Là, on aura le droit d'utiliser les logiciels. Voilà, donc je vous ai dit photofiltre, hein, très simple. Et tout à l'heure, on parlera d'un deuxième logiciel très 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 simple aussi qui s'appelle StarMax et qui permet de faire des petites choses sympas. Voilà, donc toujours la longue focale du bridge, hein, 720 mm, qui permet d'avoir des croissants qui font une taille sympathique. Voilà, alors on parlait de StarMax. C'est le deuxième logiciel, et le seul, hein, il y en aura d'autres après. StarMax, c'est un logiciel qui permet d'empiler les images, d'additionner les images. Donc, ça permet de prendre des photos à intervalles réguliers. Dans le cas présent, c'est un coucher de lune, une photo toutes les 3 minutes. Et donc, ensuite, on met toutes les images dans le logiciel et il les empile les unes sur les autres. Donc, bien entendu, pas question de bouger l'appareil hein, pendant tout le temps, toute la séquence. Et ça permet donc de varier un petit peu les réalisations. On voit toujours bien la lumière cendrée, mais vous voyez que le croissant est déjà un peu plus épais. Là, on était 4 jours après la nouvelle lune, donc on commence à avoir un croissant qui illumine pas mal. Alors quand le croissant devient un peu plus lumineux, on peut le photographier quand il fait encore presque jour, on va dire. Donc ça permet de photographier aussi le premier plan. Donc on peut là encore incorporer des sujets en premier plan. Alors je suis pas sûr que les images rentrent comme sur un ordinateur. Hein. C'est vrai que on ne peut pas intervenir là-dessus. Mais bon, j'espère qu'elles sont correctes. Voilà une autre idée pour exploiter les croissants de lune. Donc là, il faut vous imaginer quand même le dévouement de la personne qui est là. Déjà, qui suit le photographe dans ses pérégrinations et qui va s'installer au milieu d'un champ sur un escabeau, alors qu'il y a une route pas loin, les gens la regardent. Moi, je suis assez loin, évidemment, pour zoomer, donc on ne me voit pas forcément, et on a quelqu'un au milieu du champ qui tient un pinceau, un seau, et qui est perché sur un escabeau hein, à 20 heures, hein, au printemps. Voilà. Donc, voilà. Voilà où mène l'amour, hein, mais bon, voilà. C'est à ce prix qu'on peut marier les photos. Voilà, une autre utilisation du logiciel StarMax, toujours sur les croissants de lune. Et ça, c'est un moulin qui se trouve en Vendée. Donc un coucher de lune. L'heure. On continue dans les petits croissants, donc. Différents premiers plans pour varier. Alors je ne suis pas un inconditionnel des lumières, bien entendu, hein, je ne suis pas très fan, on verra des images où les lumières nocturnes posent de gros problèmes, mais c'est vrai que l'éclairage des monuments, ça permet de magnifier certaines images, ça donne un autre aspect. Voilà, toujours le zoom 720 mm, mais c'est un recadrage donc, sur l'image, donc c'est quand même déjà sympa hein, pour un boîtier grand public, très grand public, qui doit coûter dans les 200 €. Hein. Donc, voilà, on a des beaux monuments en Bourgogne, donc voilà une photo qui m'a demandé finalement beaucoup d'essais.
parce que je voulais impérativement être présent un soir où il y avait une réception au château, pas en tant qu'invité, ça je n'ai pas obtenu encore, mais voilà, pour avoir l'éclairage des fenêtres, pour pas avoir un bâtiment tout sombre, je voulais un premier plan lumineux, j'avais besoin de la lune au-dessus, donc il fallait que ce soit une époque où on soit entre la nouvelle lune et le premier quartier, pour pas qu'elle soit trop haute, en dehors de mon champ de vision. Et en même temps, il fallait qu'il fasse beau. Et si je voulais voir la lune en exposant le paysage et le château, je risquais à cette époque-là d'avoir une lune vraiment trop lumineuse dont on ne voyait plus la forme. Et ce soir-là, tout était mis. Il y avait même un petit banc de brume qui a tamisé la lumière et qui permet de voir encore la forme du croissant. Hein, on est presque en quartier. Si le ciel avait été tout bleu ce soir-là, j'aurais eu une grosse tache lumineuse à la place de la lune. Hein, parce que, ou alors sinon, si je voulais avoir mon gros croissant de lune, eh bien, j'aurais pas vu le monument. Donc, pour une fois, la météo a bien fait les choses. Voilà, je pense que tout le monde a reconnu le château du Clos Tougeau. Voilà, avec une girouette. Donc, je crois que c'est la même que celle qu'on avait tout à l'heure dans le soleil. Et notre croissant qui est de plus en plus haut. Alors là, on bascule sur la vieille lune, en fin de lunaison. On reviendra tout à l'heure sur la pleine lune, bien sûr. Et donc ça, c'est des images qui, cette fois-ci, sont faites avant l'aube. Donc ça, c'est le château de Picontal. Ça se trouve du côté de Digne. Alors, on retrouve la lumière cendrée aussi le matin, elle est très belle. Il faut juste sortir du lit, quoi, c'est tout. C'est un choix. Et donc, on va vers des croissants de plus en plus fins à l'aube. Donc, s'il fait beau, demain matin, il devrait y en avoir un très beau sur l'horizon, s'il n'y a pas de brouillard. Voilà, on poursuit avec le croissant, de plus en plus fin. Voilà, on est une trentaine d'heures avant la télévision. Voilà, alors on a parlé des monuments éclairés, mais malheureusement, tous les monuments ne sont pas bien éclairés. D'ailleurs, la plupart sont très mal éclairés, c'est-à-dire qu'ils sont éclairés du bas vers le haut, alors qu'ils devraient logiquement être éclairés du haut vers le bas. Et quand ils sont mal éclairés, eh bien, pour un peu que vous ayez du brouillard, ça vous donne des effets très spectaculaires où vous vous rendez compte de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc là, on a une petite église d'un petit village perdu des Hautes-Côtes, et ce village doit être suffisamment riche pour éclairer puissamment son église et nous offrir ce spectacle assez catastrophique en fin de nuit. Donc là, on est en fin de lunaison, hein, puisqu'on a un petit croissant de la nuit. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne quand il y a du brouillard. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on va voir maintenant un petit peu ce qu'on peut faire, toujours en période de premier quartier ou dernier quartier, mais en décidant volontairement de surexposer la Lune pour voir le reste du ciel. La Lune est claire, mais elle n'empêche pas encore de profiter des étoiles qui sont autour. Donc les connaisseurs auront retrouvé le petit amas d'étoiles qui est au-dessus de la Lune, qui est l'amas des Pléiades. Les 7 sœurs dans la mythologie. On va le retrouver également sur cette image-là, où vous avez toujours le petit amas des Pléiades, et puis les Iades côté. Donc, bien que ça ne se voit pas sur l'image, on a en fait une demi-lune. Hein. On a un quartier de lune. Simplement, on est sur des pauses de 20 secondes, hein, à 800 ISO, donc avec le côté Nikon. Et donc, on va pouvoir voir apparaître les étoiles, malgré la présence de la Lune. On dépassera rarement le premier quartier, parce qu'après la Lune devient vraiment trop lumineuse, et donc on n'a plus rien d'autre dans le ciel, hein. On n'a plus d'étoiles.
De temps en temps, le brouillard ou les nuages pas trop épais peuvent aider aussi à réaliser des photos en atteignant vraiment fortement cette lumière de la Lune pour pouvoir révéler donc le paysage terrestre autour qui nécessite des pauses plus longues. Voilà, ça c'est un quartier de lune donc posé plus longuement qui donne cet effet, et c'est au-dessus d'un lac au nord de l'Italie. Ça c'est en Vendée, donc même principe toujours. Hein, vous voyez que la Lune est assez proche d'un horizon, le Soleil s'est couché il y a relativement peu de temps. Hein, la Lune est assez proche, donc on sait qu'on est en jeune Lune. Hein, donc on a un gros croissant, on s'approche du premier quartier, et en posant assez longtemps, on voit encore des étoiles dans le ciel, on a le premier plan qui est éclairé par des lumières lointaines, ça suffit. Hein, on peut garder le paysage. Même chose avec cette petite chapelle dans les Hautes-Alpes. Donc ça c'était les lunes, et au-dessus on a Jupiter, le point lumineux. Alors, j'ai toujours plein de petites choses dans ma voiture qui me servent. Par exemple, pour cette image-là, il y a un projecteur aussi. Alors vous êtes à 1800 mètres d'altitude, il n'y a personne, une route qui monte une station, une chapelle, elle est éclairée quand même. Bon, donc il y a de la lumière partout. Et donc, si vous faites une pause longue de 20 ou 30 secondes, la chapelle elle est complètement brûlée. Hein, parce que la lumière, même si elle vous paraît faible, en 30 secondes... donc là, j'étale des couvertures, par exemple, sur les spots. Hein, puis je fais des essais pour voir. Voilà. J'ai encore jamais eu de soucis avec les gendarmes. Bon, je leur expliquerai, je leur montrerai les photos. Voilà, alors, il y a un moment qui est très très sympa dans la lunaison, pas du tout pour les gens qui font de la photographie de ciel profond. C'est la pleine lune. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la pleine lune. Alors la pleine lune, pour qu'elle soit intéressante dans un paysage, il faut surtout la prendre quand elle se lève ou quand elle se couche et qu'il fait jour. Hein, dès qu'elle est dans le ciel et qu'il fait sombre, elle est tellement lumineuse que soit on va griller complètement l'image, hein, soit on aura un petit rond blanc et puis le paysage sera foncé. Donc obligation de travailler toujours quand il fait encore jour. Hein. Voilà un lever de pleine lune sur le Doubs. Donc tout à l'heure, l'image d'avant, c'était sur un des étangs juste à côté de l'île Saint-Georges, ce sont des gravières qui ont servi à l'autoroute. Hein. Donc c'est le secteur de Sault-Guillaume, et donc il y a des petits étangs. Voilà, on est toujours avec le bridge, 720 mm de focale, sans ISO. Là, c'est bon, on n'a pas de souci de luminosité. Hein. On peut travailler avec des boîtiers vraiment des compacts classiques ou des. Voilà. Donc on va avoir quelques pleines lunes. Alors, je le redis, aucun trucage, pas mal de temps passé dehors. Ça, c'était la pleine lune du mois de novembre, et j'étais dans l'axe de l'aérodrome de l'île Saint-Georges. Et le temps de règlement est pareil, je vois passer un petit coucou, et je me dis mince, je vais arrêter. Bon. Et puis en fait, je le vois qui descend et qui ne se pose pas, il repart pour faire une boucle. Et donc je me suis dit, si j'ai un peu de chance, il va repasser pas trop loin de la Lune. Et le second tour était le bon, donc il est passé juste en dessous de la Lune. Après, il s'est vraiment posé, donc il ne fallait pas rater l'image la seconde fois où il est passé. Alors bien sûr, si en Bourgogne on ne met pas la Lune dans la ligne, c'est bon à la mettre. Hein. Donc il faut trouver un point de vue assez éloigné quand même du photographe, parce que quand vous avez 720 mm de focale, les premiers plans ils sont très flous hein, quand ils sont tout blancs. Donc c'est toujours une petite recherche d'endroits originaux, et puis d'été, voilà comment ça, les choses vont se présenter, en essayant d'avoir la bonne luminosité pour que la Lune reste bien visible comme lune, quoi. Bon, celle-là, je ne présente pas. Celle-ci, je l'ai faite l'année dernière, donc c'était au mois d'octobre, hein, donc sud, dans la Saint-Bénigne. Ça fait un peu Villebocquet, hein, donc là encore, hein, je me promenais
vous avez un pont qui passe au-dessus de la voie ferrée, hein, vers la Chartreuse, et puis ensuite vous longez, je ne connais pas le nom des rues, je ne suis pas divisionnaire, donc vous longez les voies ferrées sur le haut, donc il fallait trouver la bonne position pour la photographie. Voilà, là c'est le clocher de Vaune-Romanée. Donc là, je me déplace dans les lignes avec mon appareil photo sur pied pour attraper l'alignement que je souhaite. Alors, je ne suis pas sûr que le rendu soit très merveilleux là-dessus. Donc ça c'est un coucher de pleine lune en plein hiver. Hein. C'est un village des Hautes-Côtes, c'est le village de Messanges. Donc là je suis sur l'autre versant hein, pour voir le village en fin de nuit avec la pleine lune qui se couche. Les pieds dans la neige, c'est toujours super. Mais bon, ce sont des moments, on en redemande. Voilà pourquoi on en redemande des moments comme ça. Alors ça c'est une photo que j'ai faite il y a 3 ans. Pendant mes vacances en Dordogne. Et puis, je m'étais dit que j'allais photographier la pleine lune, j'avais des éphémérides, donc, bon, corrigibles. Quand je pars en vacances, j'ai toujours mon matériel, mes éphémérides, au cas où je puisse faire quelque chose. Et puis, j'avais mon zoom 720 mm, il y avait une cheminée, je me dis, on va essayer de viser pour que la lune sorte un peu de la cheminée. Et j'ai presque rien vu, puis quand je regarde mes images derrière sur le boîtier, je dis c'est bizarre, il y a une tache en haut de la cheminée, il y a quelque chose, bon, ça m'allait pas. Et puis ça me titillait un peu, donc je suis revenu l'après-midi suivant, enfin l'après-midi, et puis donc il y avait une petite chouette chevêche qui s'est installée comme ça, et je l'ai vue pendant une semaine, qui venait sur la cheminée, au crépuscule, et donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir la chouette dans la lune. Voilà, ça c'est un bouletin facile à mettre dans les lignes. Ça ne bouge pas trop. Une pleine lune électrique, ça arrive aussi. Donc je rappelle, pas de montage, hein, que des choses saisies comme elles se présentent. Voilà, un lever de pleine lune avec le beffroi de Nuit Saint-Georges. Alors ça c'est un coucher de pleine lune donc, qui a été pris à Arles, ça s'appelle le pont au Lion, et c'est un pont qui a été détruit par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il reste juste les deux piliers avec les lions. En fait, bon, parce que toutes les images ont une petite histoire, mais celle-ci, cette image elle m'a fait bien courir, parce que j'étais sorti donc en fin de nuit pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec cette pleine lune. Bon, les endroits où j'avais pas assez de recul, ça ne convenait pas, etc. Et puis je suis redescendu sur le bord du Rhône, et donc j'ai vu, de là où je me situais, j'ai vu la lune qui descendait tranquillement, au loin il y avait quelques maisons, tout ça. Et puis je regarde sur tout le long du Rhône, sur les bordures, et j'aperçois au loin, donc ces deux piliers de pont sur l'autre rive. Donc avec tout mon matériel, j'ai piqué un sprint sur tout le quai pour aller me placer dans l'axe. J'avais assez de recul puisqu'on était sur la rive opposée. Hein. Et donc j'ai juste eu le temps de faire 2-3 images avant que la lune ait disparu. Donc, voilà. Alors quand c'est la pleine lune et qu'elle est haute dans le ciel, c'est toujours difficile d'arriver à faire des images, comme je vous l'ai dit, elle est très lumineuse. Donc on peut s'aider avec les nuages, on peut s'aider aussi avec des premiers plans qui vont la masquer un petit peu. Là on retrouve le beffroi de Nuit Saint-Georges. On a parfois des nuages qui sont juste comme il faut, assez épais pour tamiser la lumière, mais pas trop pour qu'on puisse avoir un petit peu de luminosité autour. Hein. Donc c'est l'occasion de faire ce genre d'image. Voilà, ça c'est un lever de pleine lune sur Marseille. Donc ceux qui connaissent Marseille, le point de vue élevé, ben, c'est Notre-Dame de la Garde, sur la petite butte avec la bonne mer, comme disait Marseillais. Et donc, on a la ville à ses pieds. Alors, on va parler un tout petit peu des
éclipses de lune, on a parlé tout à l'heure des éclipses de soleil. Quand on a l'alignement soleil-terre-lune, la lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Normalement, elle devrait devenir invisible dans un cône d'ombre, mais notre atmosphère, là encore, va nous jouer un petit tour sympathique avec la réfraction des rayons. Les rayons rouges vont être déviés, les rayons du soleil rouges vont être déviés à l'intérieur du cône d'ombre de la Terre. Donc ce cône ne sera pas complètement noir, il sera plus ou moins rougeoyant, et quand la Lune le traverse, elle prend des belles couleurs. Ça, c'est une éclipse qui a eu lieu il y a 3-4 ans, mais celle-ci, c'était en 2008. Donc c'est l'une des rares fois où on peut photographier la pleine Lune au milieu des étoiles, puisqu'elle est complètement atténuée au cours de l'éclipse totale. Donc ça, ce sont les... Ce cône-là, ça fait partie de l'île Saint-Symphorien du Saint-Georges, qui a une petite tour à côté, qui finit par le cône. Ça, c'est le lever d'une pleine lune en fin d'éclipse sur Lyon, que j'ai photographié il y a 4 ans. Et puis, bien sûr, on a tous eu une éclipse, une très belle éclipse de lune. C'était au mois de septembre, le 28 septembre. Il faisait merveilleusement beau. Et donc, moi, je suis allé me placer à Brochon, donc à côté de Geoffroy-Chambertin. Et à Brochon, il y a un très joli château qui sert de lycée, le lycée Stéphane Guéjard. Et Brochon est une commune fort sympathique. Elle fait partie des villages étoilés. C'est une commune qui éteint sa lumière de 23h à 5h du matin. Alors, je vous rassure, il n'y a pas plus de meurtres, il n'y a pas plus d'accidents. On vit très très bien à Brochon. Et on fait des sérieuses économies. Parce qu'entre 3h et 5h, il y a que moi qui suis dehors. Voilà. Donc, ça m'a permis de photographier cette éclipse totale de lune au milieu des étoiles avec le château. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, une commune qui éteint les lumières, on voit quand même pas mal de châteaux. Ça, c'est les lumières qui sont sur Dijon qui provoquent ça, avec 30 secondes de pause. Donc je n'ai jamais un monument noir, même quand il n'est pas éclairé. C'est pas possible. Donc ça donne une petite idée. Pour information quand même, il y a une vingtaine d'années, donc ça n'a fait qu'empirer, à certaines occasions, depuis les Alpes, on voyait le halo de Paris, le halo lumineux de Paris. Donc, imaginez ce que représente la pollution lumineuse. Voilà, donc cette éclipse au-dessus du château de Brochon, donc du lycée Stéphane Guéjard. Donc on a eu pas mal de belles nuits depuis cet été. Alors ça, c'est un montage, donc je dis tout de suite, exceptionnellement, je fais quelques montages. Donc j'ai rassemblé quelques images de l'éclipse, donc j'ai placé sur la photo fournitant, au premier plan, pardon, ce sont les auspices de l'île Saint-Georges. Voilà. Donc là, il suffisait de se lever tôt, mais le spectacle était fort sympathique. Voilà, alors on va regarder un petit peu maintenant les planètes. Je traîne trop. La plus brillante qu'on voit souvent dans le ciel, soit le soir, actuellement le matin, c'est Vénus. Et de temps en temps, on assiste à des rapprochements apparents entre les astres, notamment avec la Lune. Alors c'est vraiment apparent, la Lune se situe environ à 400 000 km, les planètes sont beaucoup plus loin, Vénus peut être à 100 millions de kilomètres, etc. Donc ça c'est un rapprochement, en fait il y a même eu une occultation, le point lumineux à côté de la Lune c'est Jupiter, donc Jupiter avait été masqué par la Lune en fin de nuit, là l'occultation était finie, donc vous avez Vénus en bas, Jupiter en haut, et donc le croissant de Lune avec la lumière semblable. Voilà, un petit croissant de Lune avec Vénus qui est en haut, ça c'est un petit clocheton qui est sur la mairie de Geoffroy-Chambertin. Voilà, toujours le rassemblement planétaire avec la Lune qu'on a vu un petit peu avant avec Jupiter plus haut, Vénus, et puis c'était le lendemain, donc la Lune s'était décalée plus à l'est, puisqu'on était en vive Lune. Chaque matin, elle s'est rapprochée un peu plus de l'horizon. Là, on a
comme planète Saturne, qui est le petit point à gauche de la Lune. Au-dessus, c'est une étoile. Et puis vous avez Mercure tout en bas. Mercure, c'est une planète assez difficile à observer. Elle est toujours très près du Soleil. Donc, elle ne s'éloigne jamais beaucoup. Donc, on la voit vraiment dans les lueurs au crépuscule ou à l'aube. Voilà, un petit jeu avec deux planètes qui s'étaient rapprochées il y a 3-4 ans. Ça ne se reproduit plus, on va voir. Là, il s'agit donc de Vénus et Jupiter, donc au crépuscule. Cette fois-ci, j'avais embauché une demi-fille. Alors cette année, on a eu un joli festival planétaire. Ça a commencé en janvier avec Vénus, qui est passée assez près de Mercure. Encore une fois, un rapprochement comparant. Donc on va retrouver un petit peu Vénus tout au long de l'année. C'est vrai que c'est une planète qui, vu son éclat, balise et jalonne bien toute l'année astronomique. Voilà, donc on va la retrouver un peu plus tard avec Mars. Donc je suis à la fois le photographe et le modèle pour cette image. En fait, j'étais parti pour complètement autre chose, et puis en traversant les bois, c'était un samedi soir, j'ai vu qu'il y avait un affouage où on avait laissé des bûches qui brûlaient. Puis je me suis arrêté et je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça, sans se brûler. Ensuite, on a eu donc Vénus qui s'est rapprochée. On est toujours, oui, avec Vénus et puis Mars. Donc ça, le rapprochement a été assez serré, c'était au mois de mars. Donc j'ai réembarqué mon modèle favori pour quelques images. Donc il faut trouver toujours un point de vue un peu élevé pour le modèle et avoir assez de recul, bien sûr, pour placer l'appareil photo et pouvoir tout cadrer. Voilà, donc avec toujours Vénus et le croissant de Lune. Donc un autre photographe qui servait de modèle pour cette soirée-là. Voilà, alors Vénus s'est aussi approchée, un rapprochement apparent avec la main des Pléiades. Ça, c'est une statue qui est au-dessus de Nuit Saint-Georges. Donc, et là, elle est éclairée simplement par les lumières de Nuit Saint-Georges. Je n'ai aucun éclairage avec moi. Je fais ma pause de 20 à 25 secondes. Et donc, vous voyez comment est la statue. Donc. Voilà notre modèle qui s'est prêté à une petite mise en scène, toujours avec le rapprochement de Vénus et de la main des Pléiades. Il y a un peu de brouillard, c'est pour ça que Vénus a cette drôle de forme un petit peu allongée. Donc au mois de juin, donc, Vénus, qui continuait de remonter, a fini par rejoindre la planète Jupiter, qui s'en rapprochait. Ça, c'est le pont de Bourgogne à Chalon. Et ce soir-là, il y avait le croissant de Lune également. Donc le 30 juin, les deux astres, donc Jupiter et Vénus, étaient au plus près. Vénus étant toujours le plus brillant des deux. Alors, la photo, je l'ai faite, je vous le dis à personne, mais c'est dans le clos de la Romanée-Conti. En fait, je me promenais dans les vignes de la Romanée-Conti, et puis j'ai aperçu, je connaissais la statue, mais en fait, elle est dans la cour du domaine, et le domaine donne sur les vignes. Donc je me suis dit, soit je déclenche une alarme, ça va hurler, je vais me faire éclairer et courser, soit ils n'ont rien mis dans la cour, les alarmes sont à l'intérieur, donc ils n'avaient rien mis dans la cour, et donc j'ai fait mes photos, puis je suis reparti discrètement ce soir-là. Voilà. Il n'y a pas de propriétaire de la Romanée-Conti dans la salle. Et sinon je lui cède la photo entière. Voilà, alors avec Starmax, donc, on peut additionner, comme on l'a vu tout à l'heure, des images avec des croissants. On peut aussi additionner des images avec des étoiles pour faire des filets d'étoiles. La Terre tourne, donc les astres se déplacent d'est en ouest. Et si on photographie, on fait des séries d'images avec le LE et qu'on les additionne, on va retrouver la trace de ces astres. Donc là, on est en septembre. Le point très brillant, c'est toujours Vénus, juste au-dessus du château de la Tour.
qui est à côté du château de Clos-Vougeot. En haut, vous avez la vieille lune qui est en croissant, mais là qui est un petit peu surexposée. Et sur la gauche, vous avez, à gauche de la tour, le petit point, c'est la planète Mars. Donc, techniquement, vous avez une série d'images à la queue leu-leu, et ensuite, j'attends 5 minutes et je fais une dernière image. C'est pour ça que vous avez les astres décalés après. Ça permet de les voir séparément. Voilà. Donc là, je ne me souviens plus combien il y a eu de pauses, mais bon, ça vient de durer 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, toujours donc à la même époque, avec le croissant de Lune et Vénus, et vous avez le petit point orangé de Mars, qui est à gauche de la tour. Donc depuis septembre, on a un petit palais planétaire dans le ciel du matin. Donc Vénus étant le point le plus brillant, et donc on ne l'avait pas sur les précédentes images, mais au fil des jours, la planète Jupiter est remontée et elle a doublé le petit point de Mars. Donc dans l'ordre de haut en bas, vous avez Vénus, ensuite Jupiter, et puis le point orange de Mars. Évidemment, ça va continuer de bouger dans les semaines qui vont suivre. Donc quand on se retrouve quelques semaines plus tard, Jupiter a continué à monter dans le ciel. On l'aperçoit là-haut. Si vous avez des très bons yeux et si l'écran est très correct, on peut même deviner les satellites à côté. Vous avez donc Vénus qui est en train de redescendre lentement vers l'horizon. Et puis vous avez le petit point de Mars et la Lune. Donc, on retrouve le cône de l'église Saint-Symphorien qu'on a vu tout à l'heure sur l'image de l'éclipse. C'est le drôle de petite tour qui est juste à côté. Alors, je fais très peu de photos de Voie lactée, puisque mon matériel ne correspond pas à ça, donc je ne cherche pas à faire des choses que je ne pourrais pas faire, hein. J'essaie plutôt de faire des images qui sont dans les limites de mon appareil. Pour faire plus de Voie lactée, il faudrait que j'ai par exemple une monture ou un boîtier plus sensible, hein. Donc là, j'ai profité du prêt d'un objectif, ça devait être un 14 mm de focale, pour faire une photo de la Voie lactée en début de soirée. La Lune est en train de se coucher, donc c'est pour ça qu'on a un horizon derrière assez blanc. Enfin, c'était un petit croissant de Lune, hein. Et donc le château de Vougeot, donc juste à l'entrée de l'allée qui mène au château de Vougeot. Alors on va retrouver maintenant des traînées d'étoiles, hein, parce qu'avec Starmax, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut photographier le ciel en mouvement. Donc on est toujours à l'église Saint-Symphorien, et c'est la constellation d'Orion qui est en train de se coucher. Donc on est au mois d'octobre, au mois de novembre même, en fin de nuit. Et donc sur la partie droite de l'écran, vous avez donc la constellation d'Orion. On va la voir prise un peu différemment, la constellation d'Orion. C'est une photo qui est assez ancienne, puisque c'est une photo qui a été faite en diapo. Et en fait, pendant la pause, j'ai défocalisé. J'ai défait la mise au point progressivement, hein, toutes les 5 minutes, de façon à étaler les images et finalement à étaler les couleurs, à mieux voir les couleurs. Donc là, très jaune en haut, c'est les têtes joueuses. La tache rouge que vous avez, c'est la célèbre nébuleuse d'Orion, NC42, qui s'est étalée comme ça. Donc on voit bien les 4 étoiles qui forment le corps du guerrier, puisque Orion était un guerrier très vaniteux, qui se vantait partout de tuer tout ce qui chassait. Et puis un jour, Héra, de colère, lui a envoyé un scorpion, qui l'a piqué, qui l'a tué. Et Zeus a décidé de placer tous les deux dans le ciel, donc la constellation d'Orion et la constellation du Scorpion, qui sont à l'opposé. Quand l'une se couche, l'autre se lève, hein, pour qu'ils ne se rencontrent jamais. Donc vous avez un guerrier, les 3 étoiles alignées, comme ça, c'est ce qu'on appelle son baudrier, sa ceinture, et dessous pend, donc, avec des étoiles qui représentent un petit peu son glaive ou son épée, hein, qui pend à sa ceinture. Et c'est dans cette partie-là qu'on trouve la célèbre nébuleuse d'Orion. Voilà, le château de Vougeot en pleine nuit, ici, pas en plein jour, en pleine nuit, donc avec des traînées d'étoiles. Donc, et puis ce soir-là, il n'y avait pas de fête particulière, hein.
mais on voit bien le château rien qu'avec la lumière des alentours. Alors bien sûr, quand on veut photographier des traînées d'étoiles, on se tourne vers le pôle, puisque la rotation apparente des étoiles donne l'impression qu'elles tournent toutes de cette façon. Donc il faut imaginer l'axe de rotation de la Terre qui se prolonge dans l'espace en direction de l'étoile polaire. C'est l'étoile qu'on aperçoit donc la plus brillante presque au centre, puisque elle est là par hasard, hein, elle est là actuellement, et ça ne sera pas toujours celle-là qui sera l'étoile polaire, hein, et ça n'a pas toujours été celle-là. Et donc toutes les étoiles semblent tracer des arcs de cercle tout autour, suivant la durée de la pose photo. Voilà, ça c'est la statue qu'on a vue tout à l'heure avec Vénus, puis Pléiade. Donc là, ce sont des poses assez courtes. On a à peu près 1 heure à 1 heure et demie de pause, et chaque fois ce sont des séries de 30 secondes, hein, prises à la queue leu pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc avec le logiciel de StarMax, on empile toutes les images. Moi, je vais vous... Voilà, ça c'est l'extrait d'une petite vidéo en fait, parce qu'en fait c'est une éolienne, c'est au premier plan. Vous avez tout un parc éolien au sud-ouest de Beaune, et donc j'ai passé une soirée à faire des images là-haut, et j'ai fait une petite animation donc avec ces... On voit tourner les étoiles, hein, puisqu'on peut soit les additionner avec StarMax, soit avec des petits logiciels qu'on trouve sur Internet, tout simple, mettre les photos dedans, et puis on voit les photos passer en accéléré, hein, comme un diaporama rapide, et donc on voit tourner le ciel, hein, rotation apparente, et on voit tourner en même temps cette éolienne. Hein. Voilà, ça c'est donc une photo qui a été posée un peu plus longtemps, c'est toujours le château de la Tour, hein, donc dans les lignes. Et c'est fait avec un 14 mm, donc on a beaucoup plus de profondeur, on voit le paysage qui est un petit peu arrondi, le premier plan aussi. Hein. Et donc on a beaucoup plus d'étoiles. Hein. Là je crois qu'il y a à peu près 2 heures de pause, il me semble. Alors je crois que je vais être dans les temps. Merveilleux. Ah, il y en a sur quelques images. Bon, alors, il y a quelques astres aussi qu'on aime beaucoup, c'est les comètes, même si elles ont toujours un peu fait peur aux hommes. Alors là, je suis désolé, hein, je n'ai pas de belle comète en ce moment à vous montrer. Vous avez peut-être entendu parler de Catalina, qui passe dans le ciel du matin. C'est un tout petit point vert minuscule que j'ai photographié dimanche, bon, rien de merveilleux. J'ai la chance, vu mon grand âge, d'avoir connu 2 très très belles comètes. Donc ça c'est la comète Hyakutake en 1996. Alors c'est un montage, oui, pour une fois. Donc, ce sont 2 diapositives. Il y a une diapositive de la comète, il y avait 5 minutes de pause. Et puis j'ai prise en sandwich avec une deuxième diapositive d'un télescope de 1 mètre de diamètre. C'est un télescope qui se trouve à Puy-Michel, et à Puy-Michel, il y a un Belge qui est fou, ne me dites pas que c'est un pléonasme, hein, et il a construit, il y a 25 ans, le plus grand télescope du monde, amateur, avec un miroir d'1 mètre de diamètre. Hein. Donc il a quitté sa Belgique, qu'il aimait bien, mais dont la météo n'était pas terrible, il s'est installé à Puy-Michel, dans le sud de la France, et donc, bon, je connais Denis, donc j'ai eu l'occasion d'aller observer avec ce télescope, c'est assez extraordinaire d'observer dans un télescope d'1 mètre. Et bon, je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a des gens qui seraient un peu jaloux. J'ai aussi observé avec un télescope de 2 mètres au pic du Midi, et j'ai même eu accès à un télescope de 10 mètres qui se trouve aux îles Canaries. Voilà. Donc là, j'avais un observateur à contre-jour, et en fait, j'avais fait des séries de diapos, et cette diapo, au départ, elle était ratée, c'est-à-dire en contre-jour, j'avais juste la forme noire du télescope et de l'observateur. Et quand je me suis retrouvé après avec les photos de Hyakutake, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de fondre les deux ensemble. Donc Hyakutake, une comète découverte par un japonais, hein, donc en 1996, qui est passée assez rapidement dans le ciel, en quelques semaines. Hein. En fait, tout le monde était obnubilé par une autre comète, qu'on va voir après, qui était la comète Hale-Bopp. Et donc, Hyakutake est passé en quelques semaines, et c'est une comète qui avait quand même une queue de gaz et de poussière qui se déployait sur une 40aine de degrés par an. Hein.
Donc, sachant que la ligne fait un demi-degré par an, ça faisait à peu près la longueur de 80 fois la pleine lune. Hein. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Alors, ce que je vous ai montré avant, c'était de la diapo, ça aussi, hein, le numérique n'existait pas encore. Hein. Là, on est en 97, et là, c'est Albob. Alors, c'est The Comet. Hein. Donc, magnitude -3, évidemment, tout le monde n'a pas le chance de voir ça, mais on est dans la campagne bourguignonne. Et donc, le soir, en faisant des pauses avec les pellicules de l'époque, hein, qui étaient à 400 ISO, qui n'étaient quand même pas bon, hein, on pouvait obtenir des images. On voyait très bien la queue de gaz bleue, et puis la queue de poussière. Voilà. Donc, ce sont les deux dernières très belles comètes qu'on a pu observer en France, hein, en Europe. Et il y a des gens qui photographient Albob en plein Paris, hein, depuis le centre de Paris. Donc, le ciel est tout lumineux, et puis on aperçoit un petit peu Albob, pas aussi détaillé, mais bon, il n'y a pas d'étoiles, parce qu'à Paris, il n'y a pas d'étoiles. À Paris, on a tous les étoiles. Mais on voit quand même Albob, hein, au milieu. Donc, c'est vraiment une comète qui a marqué les observateurs. Hein. On s'en souvient encore, bien après. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour en 1 heure de mes images. Le rendu n'est pas extraordinaire sur ce projecteur. Enfin, je remercie les personnes qui m'accueillent, mais c'est pas toujours comme on voudrait. Donc moi, je vous invite à aller retrouver ces images sur mon site. Je ne suis pas présenté en détail. Je suis enseignant, mais depuis 30 ans que je fais de la photoastronomie et de l'astronomie. J'ai aussi travaillé comme journaliste scientifique. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille pour un site qui s'appelle Futura Science. Et j'y ai travaillé comme rédacteur d'actualité astronomique pendant plusieurs années. Et puis il y a 2-3 ans, Futura Science, comme beaucoup de sites internet, a développé des blogs. Et ça m'a offert une opportunité de mettre mes images et puis de mettre aussi des actualités astronomiques. Donc là, vous avez un exemple hein, d'une page qui remonte à un certain temps, hein, de ce blog Cielmania. Vous avez aussi bien des actualités que des photos personnelles. Hein. Voilà. Donc, vous trouverez à la entrée des petites cartes où il y a l'adresse internet. Mais si vous tapez Cielmania, vous allez trouver le site tout de suite. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez vous abonner. Il y a une page Cielmania, donc qui reprend chaque fois les actualités, les sujets hein, qui vous renvoient vers le blog. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation qui a duré une petite heure. Et on va remettre un peu de lumière. Si vous avez des questions éventuelles, je vous écoute.